je vais être mal à l'aise avec tous ces gens qui participent. Nous attendons encore une petite minute et on va commencer. Bon, petit à petit, on va admettre les personnes. Donc, bonsoir à tous. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre présence ce soir. Donc, ce projet du webinar est à l'initiative de 4 étudiantes du Master ISA qui font partie aussi de la Junior Entreprise. Les 4 étudiantes sont donc Chloé Santini-Pireda, Elodie David, Jessica Laporte et moi-même Clarisse Chauvet. Avant de passer donc au webinar, nous voulions vous présenter le master. Alors, celui-ci a ouvert ses portes il y a maintenant plus de 20 ans. Il permet de réaliser différents parcours pour ensuite, il permet des débouchés en tant qu'attaché de recherche clinique, en tant que responsable qualité et directeur d'établissement comme en EHPAD. La Junior Entreprise, c'est une association qui propose diverses missions aux professionnels de tout horizon. Elle permet de mettre en pratique les savoirs des étudiants en répondant aux besoins des entreprises. Alors maintenant, je vais laisser la parole à Marlène Renaud, donc, qui est directrice générale de CQS et qui va nous parler de l'entrepreneuriat ou entrepreneuriat, on ne sait pas encore, c'est encore le grand débat. Juste avant de commencer, il faudrait que vous éteigniez vos micros afin d'éviter les nuisances. Et ensuite, ça va être enregistré, donc si vous ne voulez pas être sur la caméra, sur les caméras, vous pouvez éteindre vos caméras. Voilà, merci et je laisse la parole à Marlène. Alors, partager mon écran, on va y arriver. Première étape. Hop. Et on va se mettre donc sur la slide. Est-ce que vous me confirmez que le diaporama est bien visible? Oui, tout à fait. Bon, super. Alors, merci à toute l'équipe de la Junior I2SA d'avoir initié cette démarche de webinar. J'étais présente lors du premier webinar et j'ai trouvé leur initiative vraiment dynamique. Elles m'ont proposé de participer à cette deuxième édition et donc je tiens à les remercier. Ça fait plus de 15 ans qu'on suit le master rattaché à cette filière, je dirais, de la Junior I2SA et c'est une belle dynamique entrepreneuriale. Donc, elles m'ont demandé de faire une présentation sur l'entrepreneuriat. Donc, j'ai potassé ça en lastminute.com, comme toute dirigeante fort chargée au planning bien plein. Et justement, on a papoté ce matin avec elle sur l'entrepreneuriat avec un EU au milieu. Oui, parce que c'est l'entrepreneur. L'entrepreneur avec un E, hein, que ce soit une femme ou l'entrepreneur que ce soit un homme. Et donc, l'idée, c'est de partager avec vous un retour d'expérience sur comment on en vient à l'entrepreneuriat. Donc, l'idée, c'est de commencer par qui je suis, parce que je pense que l'entrepreneuriat, c'est important de comprendre de qui ça part. Un peu impoli, mais... Non, mais
Et donc, je vous ai fait une slide. C'est un exercice qu'on a fait avec l'équipe. Chacun devait faire une image qui le représentait. Parce que souvent, quand on demande de qui tu es, on parle soit de sa formation, soit de la fonction que l'on occupe. Et donc, j'aime bien cette image qui représente qui je suis. C'est à la fois ma personnalité, même si aujourd'hui, je n'ai pas les bouclettes sur la vidéo. L'équipe, parce que pour moi, CQS, c'est avant tout une équipe, ça c'est important. May the force be with us, parce que bon, on est toujours plein d'humour, vous le verrez, et plein de côtés créatifs avec notre petit robot qui est en haut à droite et qui s'appelle CQBot et qui vient un petit peu de l'univers Star Wars, si on voudrait, pour l'imagerie médicale. Voilà, et puis qui je suis, j'ai aussi mis une phrase, les grandes idées peuvent naître de simples solutions. Et vous comprendrez peut-être un petit peu mieux au fur et à mesure de ma présentation. Quel parcours de formation? Ça, c'est forcément en France la grande question. D'où tu viens? Qu'est-ce que tu as fait comme études? Eh bien, j'ai fait un IUT, un IUP et un IAE. Donc, je n'ai pas trouvé le logo de l'IUP, ça n'existe plus. En gros, j'ai fait un parcours échelonné. Même si dès mon bac, j'ai eu la possibilité d'intégrer des écoles de commerce, j'avoue que ça me faisait peur. Peur parce qu'il y avait un coût qui me semblait être prohibitif, avec derrière pas forcément de projet professionnel, pour être très clair. Et donc, s'engager dans 5 années qui coûtent beaucoup d'argent, même si on a la chance d'avoir des parents qui vous soutiennent, je me suis dit, bon, on va faire bac plus 2, puis un bac plus 3, plus 4 et 5, par étapes. Voilà. Le master de l'IAE, c'est un master management de la qualité totale. Donc, c'est vrai que quand même, j'ai, au travers de ma formation, touché à tout ce qui avait trait au management de la qualité. Et finalement, comment on en vient à faire de l'entrepreneuriat? Je pense que c'est le goût pour des choses, et ce qui me caractérise avant tout, c'est le goût pour l'autonomie et le goût pour la liberté de faire. Alors l'autonomie, c'est créé par et pour soi-même. Alors, c'est pas que moi en tant que personne, hein, mais c'est avec un groupe, avec une famille. Donc, j'ai mis CQBot, l'image de CQBot, qui est un bon exemple de qu'est-ce qu'on peut créer. Alors là, forcément, mais je fais un petit clin d'œil, ça me semble important de parler d'entrepreneuriat et de parler de la famille, les amis, mon homme qui souvent me dit « Mais quand même, CQBot, hein, j'ai beaucoup travaillé dessus et je t'ai donné beaucoup d'idées, donc merci, c'est enregistré. » Voilà, merci Cyril. La liberté de faire, parce que quand on a 10 000 idées à la seconde, la fusée Cybèle en est un exemple, puisqu'on est aussi éditeur de logiciels, eh bien, l'entrepreneuriat est une bonne solution. Voilà. Quelles étapes professionnelles? C'est souvent la question qui vient derrière. Quand est-ce que tu as créé ta boîte? Quand est-ce que tu as monté ta boîte? Quand est-ce que tu es rentré dans ce monde de l'entrepreneuriat? Eh bien, en fait, c'est dans le cadre de mon stage de Master 2. J'étais au sein d'un LBM, donc laboratoire de biologie médicale. À l'époque, c'était le grand sujet de l'accréditation, le grand sujet de la fusion entre différentes structures qui n'avaient pas du tout le même niveau. Et donc, c'était passionnant. D'ailleurs, le biologiste à l'époque m'avait dit « Oh là là, mais vous n'y connaissez pas grand-chose à la biologie. Oh là là, mais le sujet est compliqué, on est en train de fusionner. Oh là là !» Et plus il disait « Oh là là », et plus je me disais « Génial, le stage va être génial, il y aura plein de trucs compliqués à voir. » Donc, c'est vrai que dans l'entrepreneuriat, il y a ce côté, voilà, ouvrir plein de nouvelles choses, on va rencontrer plein de nouvelles personnes. Et ça a été ce qui m'a vraiment donné le pied à l'étrier, comme le dit l'expression. Derrière, il y a une co-création avec un associé, Jean-Pierre Amission, qui a fait le master, I2SA. Donc, le lien commence là, il fut bien longtemps. On a aussi créé une deuxième société ensemble, la société ISO2. On a été racheté par une grosse holding nationale, voire internationale après. Et de nouveau, derrière, je suis redevenue actionnaire à 100% du cabinet CQS. Donc, je vous ai fait une petite slide là-dessus, avec donc, les étapes, les grandes étapes clés en 2004, la co-création, 2005, donc on se retrouve tous les deux. On crée en 2009 une deuxième société pour les logiciels qualité. En 2011, on intègre une holding qui s'appelle BioAccess et au sein de laquelle on a géré, piloté des projets de réorganisation de biologie médicale, piloté l'accréditation de ces labos en ISO 1589. Et en 2014, je rachète à M. Jean-Louis Auger la totalité de mes parts. Je repars autonome, seul. Et en 2017, on a créé les solutions logicielles Cybèle. Donc, c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est ça aussi, c'est des étapes de vie.
À un moment donné, on crée sa boîte et puis peut-être qu'on peut la revendre ou peut-être qu'on peut fusionner avec quelqu'un. Et c'est beaucoup d'aventures, c'est beaucoup d'émotions. Et les émotions, ben, on les vit chacun à sa façon. Et c'est vrai que moi, en tant que femme dirigeante, chef d'entreprise, ben, j'ai beaucoup été impliquée dans toutes ces étapes et je me suis beaucoup investie dans toutes ces étapes. Donc l'entrepreneuriat, il y a ce côté aussi où on a envie de se donner à fond, ce qui n'empêche pas à côté d'avoir une vie familiale, une vie personnelle. Rien n'est incompatible, tout est possible, mesdames et messieurs. Voilà, ça aussi c'est important de l'entendre. Donc, quels sont les métiers qu'on fait? Alors, au début, ben, on faisait audit, conseil. Et puis, un jour, on a dit, tiens, on va se mettre à faire de la formation. Et donc, on a monté un organisme de formation. Et puis, après, on avait, je dirais, sur la paillasse en Anapate avec Jean-Pierre, fait des logiciels avec un ami qui était dans l'informatique. Et puis, on a fait de l'informatique. Et puis, à ce jour, ben, on fait aussi du bilan de compétences, on fait aussi du coaching, on accompagne des centres de formation. Enfin, on fait beaucoup, beaucoup de choses. Et je dirais que l'entrepreneuriat, pour moi, c'est ça. Après, il y a des gens pour lesquels l'entrepreneuriat, ça sera une chose qui leur tient à cœur et ils vont se lancer à fond dans un seul métier et une seule expertise. Donc, qui dit entrepreneuriat ne dit pas non plus multitude de choses. Ça a trait, je dirais, plus à ma personnalité. On en revient à ce côté, les idées qui fusent. Voilà. Et c'est vrai que quand on est salarié d'une entreprise, bien, en fonction de l'entreprise, peut-être qu'on aura moins d'opportunités de lancer toutes les fusées auxquelles on a pensé et de lancer tous les projets sur lesquels on voudrait se lancer. Donc, après, je vais aller vite sur les slides suivantes. On a plein de certifications, plein de labels, plein de reconnaissances parce que quelque part, on invite nos clients à le faire. On s'est dit on allait le faire pour nous-mêmes. Les points clés, je dirais que c'est vraiment 100% de réussite depuis la création en 2004 dans tous les projets de certification, labellisation, accréditation de nos clients. Et ça, dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment l'équipe, c'est l'entreprise et je dirais que c'est quelque chose qui me tient à cœur de pouvoir dire qu'il y a ces réussites-là. La deuxième principale réussite, ce sont les gens et donc c'est ce que j'ai souligné dans cette slide, les collaborateurs salariés et les partenaires. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail de toutes les autres phrases. Quelle est la valeur ajoutée de CQS? Finalement, c'est ça, c'est-à-dire une équipe pluridisciplinaire et qui peut intervenir sur différents sujets. Et toujours pour en revenir à la question de l'entrepreneuriat, pour moi, après c'est une définition qui m'est personnelle et pas tout le monde ne la partage, pour moi l'entrepreneuriat c'est un dirigeant et des collaborateurs. Ou alors c'est une équipe de collaborateurs parce qu'on pourrait être tous associés dans l'entreprise, ça pourrait être une SCOP, ça pourrait être plein de formes juridiques possibles, mais pour moi, ce sont plusieurs. Alors, on est plusieurs à partir de 2. Et c'est vrai que quand on est un et qu'on est freelance indépendant, c'est pas tout à fait la même aventure que l'entrepreneuriat d'entreprise. Voilà. Autre chose qui est important, la devise chez nous, c'est de donner du sens à l'organisation. C'est-à-dire qu'en fait, pour nous, on veut transmettre et partager ces valeurs en interne au sein de l'équipe, donc que ça ait du sens pour les consultants, qu'ils se sentent bien, que ce soit cool, que ce soit sympa, qu'on ait des clients fun si possible, même si parfois c'est pas toujours évident. Et en externe aussi, c'est-à-dire que pour nos clients, on se dit il faut que ça ait du sens. On fait pas notre métier pour du business. D'autres le font 100% pour du business. Nous, on veut vraiment que ça ait du sens pour le client. Et quelque part, c'est bien-être et bien vivre ensemble. Ça, c'est très, très important. Et pour moi, ça me semblait peut-être difficile, quand j'ai commencé ma jeune carrière, de trouver ça au sein d'une entreprise. Mais je vous rassure, l'entrepreneuriat n'est pas incompatible avec le salariat épanoui. D'ailleurs, peut-être que Gilbert, qui a eu les 2 casquettes d'entrepreneur et de collaborateur à des fonctions salariées, pourra nous en dire un petit peu plus tout à l'heure, même si ce n'est pas son sujet. Donc, plein de métiers. Et voilà, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est ça, c'est se lancer dans plein d'aventures, parce que le métier de coach, c'est un autre métier. Le métier des logiciels, Cybelle, c'est un autre métier. Et donc, finalement, on a cette capacité d'intervenir dans des tas de structures différentes et pas que dans la santé.
Voilà, donc là, bon, c'est les différents secteurs historiques dans le secteur de la santé, mais ce qui est important, c'est que plus de 16 ans après, on intervient dans des domaines super variés. Et comment on fait ça? Je pense qu'on en revient à cette question, c'est quoi l'entrepreneuriat et comment on y vient? C'est le goût à découvrir de nouvelles choses, à tester de nouvelles choses. Vous voyez, au milieu, là, il y a du développement personnel. On travaille avec des coachs qui font de l'intelligence collective. Il y a aussi la gestion de projet sur laquelle on est en train de se reformer sur cette fin d'année. Il y a l'imagerie médicale. Il y a l'industrie pharmaceutique, il y a plein de normes avec plein de chiffres. Alors, je suis sûre que tous les étudiants connaissent tous ces chiffres, peut-être mieux que moi d'ailleurs. Et vous voyez aussi, il y a de la RSE. RSE et développement durable sont des sujets qui nous tiennent à cœur. Forcément, on a dit bien-être et bien vivre au travail. Et quelque part, être entrepreneur, c'est ça aussi dans mon esprit. Alors, vous allez vous dire, oh là là, ça a un petit côté un petit peu innocent de penser ça, mais je crois que c'est cette innocence de penser que l'on peut être utile et que l'on peut semer de petites graines chez nos clients au travers de nos interventions, que ce soit sur des normes ISO, que ce soit sur du management, que ce soit sur l'intelligence collective. On va semer des petites graines et au sein de ces entreprises demain, les salariés, les dirigeants, eh bien, vont très certainement enclencher de nouveaux mécanismes. Et on se dit, voilà, c'est ça, donner du sens à notre métier. Même si c'est long, hein, la conduite du changement, et demain, on peut aller vers un monde plus agréable pour tout le monde. Et RSE et développement durable, ça fait partie de tout ça. Voilà. Donc, l'entrepreneuriat, c'est aussi se sentir utile, utile dans son environnement de façon beaucoup plus globale. L'environnement sur la planète, l'environnement dans mon quartier, l'environnement parce que c'est Sophie. Et tout ça, donc c'est important. Alors, j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, l'entrepreneuriat, comment on va l'expliquer? Alors, je suis allée chercher des témoignages sur mon profil LinkedIn. Alors, des gens de secteurs très différents. Alors, on ne va pas forcément lire les témoignages, mais ce que je voulais vous dire, c'est ça. C'est qu'on va pouvoir rencontrer des médecins biologistes. La deuxième personne, Violaine, elle gère des bilans de compétences. Elle a un centre de bilan de compétences. Elle fait de l'équi-coaching. Donc, c'est un truc qui n'a rien à voir. Après, on a monsieur le docteur Argil, qui est au Maroc. C'était le premier laboratoire accrédité 1589 par le COFRAC. Donc, c'est génial. C'est une aventure humaine formidable. On a le docteur Fab Jean-Bernard, qui est sur une entreprise moitié industrielle, moitié le sport, moitié l'automobile. Enfin, c'est une aventure formidable. On est avec eux depuis 1 an et demi. On a aussi des anciens salariés. Là, il y a Livière qui a travaillé avec nous et qui nous témoigne plein de choses. On a aussi des avocats qui font de l'ISO 9001. Là, on a un cabinet d'avocats niçois. On travaille aussi avec des avocats sur Monaco, sur de la 27001. On a aussi un très gros cabinet d'anapath français qui s'appelle Medipat. On a juste à côté une entreprise industrielle qui fait des puces électroniques. Et donc, finalement, vous voyez, là, c'est de l'anapath, de la biologie, des laboratoires d'essai. On finit sur David Delot, qui est dans l'industrie automobile au niveau international et avec qui on travaille sur plein de projets dans les essais en environnement, champs électromagnétiques, essais vibratoires, mécaniques et autres. En fait, on a balayé plein de choses. Et quelque part, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est ça aussi. C'est de pouvoir rencontrer tous ces gens formidables. D'avoir eu toutes ces expériences. Et ce n'est pas que en tant qu'entrepreneur, on amène avec nous toute une équipe, des gens, des collaborateurs salariés, puis leurs familles aussi, finalement, qui participent à tout ça. Et ça, c'est super intéressant de mon point de vue. Alors, CQS en France et à l'international, être entrepreneur, pareil, je me suis dit, il faut parler à ces jeunes. Ça peut être ne bosser qu'à Nice, si on n'a pas envie de bouger et qu'on en a la possibilité et la chance. Par contre, c'est aussi bouger. Donc, c'est vrai qu'on a des collaborateurs qui sont basés dans toute la France. On intervient aussi à l'international. Alors, les dom-toms, ce n'est pas l'international, mais on intervient aussi au Maroc, au Luxembourg, et de façon très ponctuelle. On a fait quelques conférences en langue anglaise, en Allemagne ou dans d'autres pays. Donc, ça aussi, c'est important de se rendre compte que l'entrepreneuriat, ça peut être à différentes dimensions. Et donc, peut-être que demain, dans un prochain webinaire, on aura des retours d'expérience de structures plus locales ou d'autres carrément vraiment à l'international et peut-être avec 2000 collaborateurs, allez savoir. Voilà.
L'entrepreneuriat, pour moi, c'est aussi d'être allé sur des secteurs d'activité différents. L'édition de logiciels, ça fait donc plus de 10 ans qu'on édite une solution logicielle. Ça aussi, c'est un autre métier, c'est d'autres compétences. Et ça, c'est super intéressant parce que toujours, ça nous permet de croiser d'autres personnes. Donc, finalement, on a commencé avec un site internet CQS il y a quelques années. D'ailleurs, on l'a retravaillé plusieurs fois. Puis finalement, on a créé aussi des logiciels. Alors, ils ne s'appelaient pas Sibel System avant, puisqu'on les a vendus à la holding. Avant, ça s'appelait la suite ISO 2, CQDoc, CQStock, CQMAT, CQRT, CQST, enfin, il y en avait des nombreux. Et dorénavant, donc, on a une solution logicielle complète, un ERP. Et donc, entreprendre, c'est ça. Il faut se lancer des défis à soi-même, à son équipe. On a investi, on est allé voir les banquiers. Alors, je dis on, vous voyez, je suis unique actionnaire de CQS, mais CQS, c'est on. C'est l'équipe, c'est les gens qui la constituent. On n'aurait pas fait Sibel s'il n'y avait pas eu les Mathieu, les Fabrice, les Jérôme, et encore aujourd'hui les Morgane, les Steven, les Stéphane, et ainsi de suite, ou Henri, même à l'époque. Enfin, plein de gens qui ont contribué à tout ça. Donc, l'entrepreneuriat, c'est ce côté équipe pour moi. Dernièrement, ça fait déjà presque la deuxième année, on a créé un site internet dédié à l'imagerie médicale. Donc là aussi, l'aventure de l'entrepreneuriat, c'est se dire, allez, c'est parti, en imagerie médicale, il y aura plein de choses à faire, la réglementation est en train d'évoluer, on a plein de compétences, on a plein d'experts qui connaissent ce secteur. Et parfois, l'entrepreneuriat, ça prend du temps. Par exemple, l'imagerie médicale qui bouge doucement parce qu'elle a plein de contraintes aussi. Elle a plein d'exigences qui lui sont imposées. Je cherchais le terme adapté. Et donc, l'entrepreneuriat, c'est ça aussi. Le français aurait tendance à dire que se tromper, c'est grave, c'est terrible. Non, si vous demandez à un japonais, il vous dira de toute expérience négative, vous devez faire une analyse des causes, votre joli Ishikawa bien japonais, et comprendre qu'est-ce que vous pouvez améliorer derrière. Donc, l'entrepreneuriat, c'est ça aussi, c'est tester des nouvelles choses et allez, c'est parti. Donc là, par exemple, on s'est lancé, allez hop, chaîne YouTube, on fait des vidéos, donc on a dit qu'on allait filmer nos formateurs, donc on en a quand même une bonne cinquantaine, on en est à la 4e vidéo. On a pris un apprenti dédié sur la partie chargée de communication. Il m'a prise en vidéo aussi. On a fait un motion design de nos logiciels. Enfin, donc l'entrepreneuriat, c'est ça aussi, c'est savoir s'entourer dans son équipe en interne, par exemple avec des apprentis qui sont vraiment partie intégrante de l'équipe. Donc cette année, on en a 5. Un en informatique, un en communication, une personne sur la formation et 2 personnes sur l'administratif pur, facturation en cours. Donc, c'est ça aussi l'entrepreneuriat, c'est prendre des risques parce que c'est une année 2020 complexe. Je prends ma respiration, voilà, très complexe financièrement parlant, très impactante. Et encore, nous, on peut travailler. On a certains de nos clients, café, hôtel, restaurant, événementiel et autres, qui eux sont stoppés littéralement, mais ça a été une année difficile. Et donc, l'entrepreneuriat, c'est ça aussi, aller voir son banquier, lui demander de nous soutenir dans ses épreuves, rassurer ses salariés, parce que quand vous avez une quinzaine de collaborateurs et leurs familles et qui sont tous en statut cadre, plus tous les partenaires avec lesquels vous travaillez plusieurs journées par an ou voire par mois, toutes ces personnes aussi comptent sur vous et c'est beaucoup de responsabilités. Après, voilà, c'est une forme de famille. Donc, c'est vrai que c'est pour ça qu'il y a de l'entrepreneuriat. Et donc, je finis forcément par le plus important, ce sont les gens. Alors, je n'ai pas pu mettre toutes les photos. Donc, j'ai fait une synthèse. On a 8 collaborateurs salariés plus 5 apprentis. Mais c'est vrai que voilà, dans les consultants, il y a vraiment cette équipe, ce socle. Et donc, au total, 13 collaborateurs salariés. On a des experts métiers. Donc là, j'ai voulu mettre, tiens, allez Valérie, parce qu'en plus, elle rayonne sur cette photo. Et ça, c'est important aussi dans l'équipe, de partager du bon temps, des valeurs autour d'une bonne table, certes, mais aussi dans le travail. Donc, on a une 50aine de collaborateurs. Donc, c'est la richesse dans la complémentarité. Et puis, on a les mascottes, notre CQBot, notre Sibel, qui en font partie. Voilà. Donc, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Quelque part, je vous mets, rejoignez-nous.
que ce soit sur les réseaux sociaux, sur le LinkedIn, sur le YouTube, sur tout ce que vous voulez. Et puis rejoignez-nous parce qu'on a pris des étudiants de master chaque année et que on continuera de le faire. Même si les étudiants que nous avons pris l'année dernière, c'est un autre sujet, c'est pas l'objet de ce soir. Voilà, mais donc on est très content de collaborer depuis de longues dates avec messieurs Caranta Stassini et d'autres enseignants. Il y a monsieur Chiché, il y a monsieur Morgan Erard, tiens, qui est un enseignant. Il y a Lorraine Corot, il y en a plein qui interviennent dans votre enseignement. Tous des gens super avec qui on a eu des relations professionnelles, voire amicales. Et c'est ça, en fait, le côté de l'entrepreneuriat qui me plaît le plus. Et donc, je finis sur cette photo, ce petit montage photo en last minute, parce que l'entrepreneuriat, pour moi, CQS, c'est ça. Alors, en plus, ce sont des nouveaux locaux il y a moins d'1 an, des nouveaux locaux en plein centre de Nice, malgré ce qui nous arrivait derrière avec le confinement. Et c'est ça qui permet de ressouder l'équipe, même si on a des gens dans toute la France. On essaye de se voir à minima 1 à 2 journées par mois pour, comme vous le voyez, manger, travailler. Alors, il y a plein de photos qui ont été prises avant le confinement, donc ne me faites pas de remarques sur le masque. Nous avons toutes les mesures qu'il faut pour vous accueillir et pour aller travailler chez nos clients. Là, ce sont des photos d'avant. Et voilà, l'entrepreneuriat, c'est ça. Donc, au-delà de répondre sur pourquoi je suis venue à l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui pour moi est important, c'est de vivre tous ces moments avec tous ces gens qui parfois s'en vont. Certains sont peut-être présents au webinar dans les anciens et donc on garde du contact avec eux aussi. Ils sont devenus parfois des partenaires. Et puis de toute façon, voilà, tous ces gens qui sont ou qui ont été avec nous, ils sont dans mon cœur d'entrepreneur. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marlène. Donc, nous allons, si vous avez déjà des questions, donc, ça sera à la suite de l'intervention de Monsieur Gilbert Mounier. Alors, je vais lui passer la parole. Marlène, il faudra enlever le diaporama. Et Monsieur Mounier va nous parler donc de la culture positive de l'erreur. Voilà, je mets le son, l'image. Bonsoir à tous. Bonsoir Marlène, bonsoir l'équipe de la Junior I2A. D'intervenir c'est un prétexte pour vous parler de quelque chose auquel je crois. Comme Marlène a fait une brève présentation, mais du coup j'ai fait quelques petites modifications. Juste que je prenne la main. En bref, je suis aujourd'hui responsable Quai Croix-Rouge française. En bref, parce que comme vous en a parlé Marlène, en fait les chemins de vie, c'est de l'entrepreneuriat, ça veut dire, j'étais aussi consultant, on peut faire de l'entrepreneuriat au sein d'une entreprise, l'intrapreneuriat. Parce qu'à un moment donné, ce qu'on peut aussi demander par rapport à des collaborateurs, c'est à un moment donné, dans une prise d'initiative suffisamment autonome, l'empowerment, l'autonomisation, pour pouvoir prendre ses responsabilités et se projeter un petit peu de manière différente. En quelques mots, pour me réduire, mais c'est toujours un peu réducteur, les mathématiques, parce que je suis un mathématicien de formation, l'environnement, parce que je me suis positionné ou j'ai travaillé sur cette question, la pollution de l'air et puis des problématiques autour de ces questions, qui m'ont emmené, au travers de ma vie professionnelle, à me réorienter et à parler de qualité, à commencer à toucher à la question de la gestion des risques, à découvrir un concept qui est la qualité totale, le FQM, sans jamais omettre la question de l'éthique. Et là, je vous mets 2 schémas que j'ai empruntés à BV. BVQI, en fait, qui sont le modèle EFQM 2013 et puis la version 2020, qui fait un petit peu le lien entre ce que dont vous a parlé Marlène. Parce qu'à un moment, une équipe, le capital humain, c'est le personnel. Qu'à un moment donné, il faut quand même réfléchir par rapport à, je dirais, nos clients, donc ne pas les oublier. Les clients, ils peuvent être symboliques, ça peut être les usagers, et puis bien au-delà, c'est la personne, c'est les personnes avec lesquelles, pour lesquelles, ou pour ce qui fait société, et ne jamais oublier qu'on est dans un contexte d'environnement. Et que tout ce qui est la collectivité, l'extérieur, en fait, c'est un système, c'est un tout. Et ce sont des concepts qui m'ont vraiment animé dans ma démarche, et jusqu'à m'animer
dans, je dirais, la projection de 2 associations dans lesquelles je suis très impliqué, puisque je les préside. La Sauvegrèce, depuis que je la préside, depuis 6 ans, on a défini une stratégie qu'au départ, nous étions gestionnaires des risques en santé, et qu'en fait, j'ai proposé, et c'était validé par le CA qui était introductif, quand on a construit, on a remis en place l'équipe, donc j'ai pris le relais, c'était qualité et gestion des risques, et je vous convaincrai, j'essaierai de vous parler que c'est la même chose, le même concept, pour finalement apprendre et apprendre de nos erreurs. Et ça renvoie un peu au concept d'une organisation qui se doit d'être apprenante, et qui l'apprend, qui lui permet d'apprendre, nos clients symboliquement, qui sont notre reflet, et symboliquement, un autre symbole, l'équipe, qui est une source d'apprentissage, qui est une source d'émulation collective, intelligence collective. Une autre association, parce que quelques années après, nous étions 3 associations qui travaillaient qualité et sécurité en santé, et on a recoupé il y a bientôt 7 ans ces 3 associations pour construire en fait un projet collectif d'une fédération d'associations qualité et sécurité en santé, qui de temps à autre communique, publie, et puis organise l'année dernière, enfin cette année 2020, c'était un peu compliqué parce que c'était prévu le 1er octobre, et donc du coup ça sera reproduit, ça se produira l'année prochaine. Danger, risque, dommage, qu'est-ce que c'est? Un danger, c'est finalement un lion dans un zoo. Ça peut être une situation. Qu'est-ce que c'est qu'un risque? Le risque, c'est la conséquence, c'est l'acte 2, le kill mord. Le dommage, c'est la blessure. Si je le ramène avec un autre concept, j'empruntais ça à l'ancienne présidente de la Sauvegrèce, Marie-Françoise Dumais, qui travaillait à l'hôpital Saint-Joseph. Et de manière générale, c'est que je prends un médicament. La possibilité, c'est qu'en fait, il y ait un surdosage, le risque, et que les conséquences, c'est le décès. Et si je me trompe en plus de médicaments, que je prends un médicament cancéreux et qui est en fait un surdosage, ou que j'ai en sous-dosage, c'est une perte de chance, avec possiblement les conséquences. La prévention, il y a 2 manières de faire. Supprimer le danger. Ça veut dire qu'on supprime le zoo, qu'on supprime le patient, qu'on supprime l'acte de soin. Ce n'est pas tout à fait la société que l'on souhaite. C'est simplement, on va réfléchir à travailler ensemble sur une visite sécurisée, le principe de prévention. Et là, c'est vraiment une réflexion à avoir, ce que c'est que le principe de précaution et le principe de prévention. Le principe de précaution, derrière ce principe, qui est inscrit dans la Constitution française, nous empêcherait d'agir. En fait, on doit être dans l'action, dans l'agir, avec la question de la prévention. Et vivre, pour reprendre l'expression de Woody Allen, c'est une maladie sexuellement transmissible. La vie est une maladie sexuellement transmissible qui plus est mortelle. Et c'est une belle maladie. Parce que je vous rappelle que dans les conséquences dans nos actes, le risque, ce n'est pas tellement l'erreur. Et là, je parle d'erreur, je ne parle pas de faute. Je vais réutiliser sans arrêt ce mot pour vous faire séparer la notion, le concept d'erreur, commettre une erreur, qui est intrinsèque à notre manière d'agir, de la faute qui est intentionnelle, qui est très rare. Mais ça n'empêche pas que la faute peut être une faute professionnelle, qui est une intention, et dont je dois poser la question de la responsabilité. Vous voyez bien que dans ces 2 cas de figure, et pour avoir vu le deuxième cas de figure, c'est très étrange quand à un moment vous retrouvez à votre pied un pot de fleurs et que vous le voyez passer au pied de votre fille. C'est très très étrange. Ça arrive. Qu'est-ce qu'on a dans le système de santé? On a en fait la question de confiance, la confiance à notre système. En fait, on s'est rendu compte, et c'est que depuis 1999, l'Académie de médecine a publié un livre qui a complètement révolutionné la réflexion sur le système de santé, c'est que l'erreur était humaine. Errare humanum est, sed perseverare diabolicum est. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand aujourd'hui on construit du soin, quand on propose du soin, le soin, ce n'est pas guérir, c'est accompagner. Forcément, il peut y avoir un ensemble de ruptures qui vont créer des dysfonctionnements. C'est en fait toute une révolution du système de santé qu'on passe du zéro impossible à atteindre à composer avec les erreurs qui peuvent se produire tout un tas de nos organisations de santé. Et le concept, il se ramène à ça. Là, vous avez un processus. Pour ceux qui sont intéressés à ces démarches, j'ai une donnée d'entrée, des activités, des macro-processus avec des sous-processus, avec une question de sortie, sur lequel je pose une mesure, avec la qualité du soin, les coûts. La santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. Donc, on se doit d'être très vigilant sur notre système qui est très précieux, qui est issu du Conseil national de la résistance, qui fait qu'à un moment, c'est l'accès à tous pour tous, c'est complexe, mais qu'à un moment donné, on se doit d'être juste soin de ces questions qui viennent derrière, le juste soin. Puis il y a la question du délai. Certains d'entre nous pourraient, s'il y avait un besoin, une urgence, avoir un scan dans les 24-48 heures. La majorité d'entre nous, ça sera de l'ordre de quelques semaines. Et dans certains cas, c'est des pertes de chance. La question du délai, elle peut se poser partout, même à Paris. Accéder à un médecin généraliste dans certains quartiers de Paris, c'est presque une mission impossible.
Ça veut dire que la notion de désert médicaux, la notion d'accès, elle est très complexe. Et le délai devient intéressant si à un moment j'ai atteint un soin et qui n'était pas forcément pertinent. Donc on peut peut-être avoir la même production, le juste soin, sans forcément avoir une perte. Le système qualité et gestion des risques, il se pose à travers de ça. Un dysfonctionnement met en évidence un risque dont on va absolument chercher les causes pour pouvoir les corriger et réingérer notre process. Ça veut dire qu'en fait, on est en train d'apprendre. Or, quand on commet des erreurs, c'est parfois très compliqué. La grosse logique, la grosse démarche qu'il faudra construire, c'est identifier les dangers, en identifier les risques, les hiérarchiser pour agir. Agir quand il n'y a pas de dommage, c'est la démarche qualité. Et quand il y a un dommage, c'est beaucoup plus complexe. Soit c'est une crise, soit des modalités prévues, le plan B, le plan de continuité, le plan de reprise d'activité, la situation de crise. Nous nous sommes retrouvés en début de l'année face à la Covid. Personne n'imaginait que. J'étais dans une rencontre où il y avait une réunion qui était prévue avec un ensemble d'officiels qui était prévu début mars à fin février en Suisse. Les réunions s'étaient annulées. Mais personne n'imaginait que 13 jours plus tard, tout allait s'arrêter. Tout allait s'arrêter dans une espèce de système de société, de système monde qui s'arrêtait. En fait, on a imaginé, puis on a se trouve en crise. Puis après, progressivement, on a mis en place des modalités prévues. Dans certains cas, quand il y a un décès, quand c'est issu d'une conséquence, parce que ça peut se produire, là, c'est plus tellement un événement indésirable. On n'est pas uniquement un événement indésirable grave, comme on le nomme, on est dans la question de la crise. Et c'est très compliqué de dire qu'à ce moment-là, je vais pouvoir apprendre. Et que là, on n'apprend pas. On ne pourra pas tenir ce discours parce qu'il serait inconséquent par rapport à la première victime, le patient et son entourage, la seconde victime, l'équipe, la troisième, l'institution. Parce que le risque, il est complexe. Il est associé au soin, c'est la patatoïde centrale. Il est autour du soin. Et déjà, c'est ce qui fait soin, c'est ce qui fait système. Et que ça, c'est issu d'un guide gestion des risques qui avait été publié à l'issue d'un travaux qui avait duré 2 ans, qui a été porté par la haute autorité, et en particulier par Patrice Roussel. C'est vraiment une réflexion collective du système, ce qui fait déjà la défaillance des systèmes. Parce qu'un système, c'est complexe. J'ai des tranches. On pourrait imaginer qu'on puisse travailler sur les protections, sur ce qui s'est passé au plus près, des erreurs patentes au plus près d'eux, qu'on a un précurseur. Chacun d'entre nous commet des erreurs. On va en parler. Il y a l'encadrement, il y a la formation, la présence ou l'absence de formation, des procédures qui sont incorrectes. Et les procédures, ce n'est pas une norme, c'est un contrat social. Les équipements, les défaillances possibles. Une institution qui pose un moment la question de comment réfléchir, comment prendre le temps par rapport à des situations de risque. En fait, dans cette espèce de tranche qu'on appelle le modèle de Reason, ou Gruyère, peu importe comme vous l'appellerez, en fait, ça, c'est la théorie. C'est simplement un système complexe qu'on essaie de découper, imaginer par tranche pour faire en sorte que ce système complexe, en fait, il est compliqué. Parce qu'en fait, ces tranches que je vous présente, c'est des tranches de pâte à modeler. Vous les malaxez, vous avez une patatoïde, vous avez une boule dont on n'est pas toujours capable de segmenter de système. Parce que derrière l'erreur, c'est de l'argent, mais c'est aussi des valeurs des personnes. Ces travaux qui ont été sur les Patient Safety Indicators, les indicateurs de sécurité des patients, montrent que, en fait, 30 000 escars, c'est 100 millions d'euros, 130 millions d'euros. Ça veut dire qu'à un moment, réfléchir le non-fonctionnement, les erreurs, les dysfonctionnements, c'est s'occuper des personnes, c'est être dans la dignité. Et c'est fabuleux, c'est formidable. Des enquêtes, rappelez-vous, de 99, 5 ans, 10 ans après, et en ce moment, même si l'ENEIS 3, qui est une enquête nationale sur les événements indésirables associés aux soins, qui sont observés sur les établissements de santé, sur les EHPAD, aujourd'hui, demain, sur la ville, sont en train de se construire, c'est toute une réflexion. En simplifié, notre système de santé, qui est très sûr, c'est un événement indésirable grave tous les 5 jours dans un service de 30 lits. Un petit peu plus en chir, un petit peu moins en médecine. C'est considérable. Et pourtant, on est dans la qualité coût-délai. Pourtant, chaque fois, les gens s'inquiètent de la sécurité, de la continuité. Rappelez-vous, cette patatoïde, est-ce qu'on est d'accord que ce concept qu'on a défendu, qu'on porte au sein de la SOGRES, que toute erreur, dysfonctionnement ou défaillance constitue une opportunité de progrès individuel ou collectif? Est-ce qu'on est capable dans des organisations apprenantes? Et d'un indicateur qui est très provocateur, est-ce que vous serez capable de lever la main, tous, en disant « je sais que je ne sais pas ». Est-ce que nous serions capables d'assumer que nous ne savons pas? Socrate, je sais que je ne sais pas. Dans une société basée sur l'humilité, tout en ayant nos responsabilités par rapport à nos responsabilités. Où la hiérarchie, ce n'est pas le pouvoir d'eux, c'est la responsabilité d'eux. Gestion non punitive, changer ses habitudes.
Je vous présente un texte, mais c'est la fatigue, les facteurs humains, les agressions, la routine, les autres, soi-même. Est-ce qu'on en est d'accord là-dessus? Quand on commet des erreurs, et pourtant notre cerveau est capable de reconstruire l'information. Oui. Si vous n'étiez pas en langue naturelle française, que vous avez l'habitude de lire l'arabe, le cyrillique ou le chinois, vous seriez plus en difficulté pour reconstruire ce texte. Pourtant, vous êtes capable de le faire. Là, je ne vous passe pas parce qu'elle durait 7 minutes ou 1 minute 30, je aurai un petit jeu. Je vous inviterai, puisque cette publication, je vous la remettrai, The Monkey Business Solution, vous montre qu'à un moment donné, dans une réflexion, on peut se retrouver dans une situation de ce qu'on appelle un tunnel attentionnel, des biais de perception, des biais d'attention. Ce que j'aimerais vous convaincre, c'est le pas qui, mais le pourquoi. Il faut qu'on réfléchisse sur une analyse systémique des organisations. Si 1 litre d'huile se casse derrière votre cuisinière, c'est quoi votre premier mouvement? C'est de dire super, on a appris, ou c'est un mouvement d'humeur et de gueuler, de s'énerver, de s'emporter. En fait, nous sommes confrontés à ces questions et nous devons, dans des relations organisationnelles, dans des relations sur les institutions, ne se pas dire le qui, le coupable, mais de travailler sur la question de la responsabilité, le pourquoi, comment chacun à un moment a contribué. C'est une vraie réflexion sur les organisations. Ça n'empêche pas qu'à un moment, dans des dysfonctionnements qui peuvent se produire, on va peut-être mettre en évidence des fautes professionnelles, des écarts par rapport à des règles qui ne devraient pas être dépassées, qui ne devraient pas être que l'on se doit de respecter parce qu'elles peuvent mettre en jeu ce qu'on appelle le glissement d'une tâche. Est-ce que si une aide-soignant administre un médicament, est-ce que c'est elle qui s'est retrouvée en position d'administrer le médicament parce qu'en même temps elle était toute seule avec une soignante, une infirmière qui était sur 3 étages, rôle propre de l'infirmière d'administrer le médicament ou de mettre en difficulté, ou bien simplement non, c'est quelqu'un qui a pris l'initiative, qui n'a pas le droit, parce que dans ses compétences professionnelles réglementaires, ce n'est pas autorisé. C'est vraiment des réflexions. Parce que quand on va avoir des événements, on va être dans ce concept, qui est le concept de l'iceberg, puis un autre concept qui était porté par Bird dans les assurances, que les précurseurs 600 situations pour un événement majeur. Apprendre de nos erreurs, la culture positive de l'erreur, énoncer, signaler, pas dénoncer, pas la dénonciation. Ça nous permettra d'apprendre. Derrière ça, ça voudra dire qu'à un moment donné, on va apprendre. Est-ce qu'on en est capable? Pas toujours. Je rappelle qu'on a une culture du Sherlock. Est-ce que c'est les causes immédiates? Est-ce que les causes profondes? Et c'est vraiment là-dessus qu'on va travailler sur les causes racines. En simplifier les 5 pourquoi. Pourquoi? Mais en fait, ce que l'on doit, pour faire le lien avec ce que Marlène a dit, ce qui l'a animé dans toute sa carrière professionnelle, c'est cette espèce de curiosité permanente. Vous mettre en situation d'observation du monde, d'être toujours dans la question de l'ouverture sur le monde et de cette curiosité. Et pour vous dire que la Sauvegrèce, c'est une communauté, et puis j'emprunte à Super Dupont, We Need You. Merci beaucoup pour votre intervention. Maintenant, on passe donc, si vous avez des questions sur l'intervention de Madame Renaud ou de Monsieur Mounier, n'hésitez pas, soit par chat, soit par oral. Voilà, merci. Alors, j'avais posé une question justement sur le fil de discussion de votre profil Junior I2SA. Côté entrepreneuriat, puisque à la fois Gilbert, on s'est connus dans ce cadre-là aussi, professionnellement parlant, et moi-même, on peut répondre à ces questions, puisqu'on a tous les deux une expérience d'entrepreneur à différents niveaux. Est-ce que certains peut-être ont déjà aussi un statut d'auto-entrepreneur ou de société en parallèle de leur fonction actuelle? Marine, je pense que le début de votre question a coupé. Il y a eu un problème de réseau à ce moment-là. Ah, je disais, est-ce que certaines personnes dans les participants ont des questions sur l'entrepreneuriat? Puisque Gilbert, comme moi-même, on a eu justement, et on a encore tous les deux, puisque la Sauvegrèce, c'est de l'entrepreneuriat, même s'il est sous un mode associatif, et peu importe la forme. Je ne veux pas dire de bêtises, Gilbert, mais quelque part, c'est ça.
Entreprendre, c'est pas que le job qui nous alimente notre quotidien financier. L'entrepreneuriat, ça peut être aussi associatif, ça peut être culturel, ça peut être sportif, ça peut être dans plein de domaines. Et Sauf Grace, we need you, c'est tous les jeunes du master qualité, il faut y aller à la Sauf Grace. Dans ce que dit Marlène, en fait, l'entrepreneuriat, l'attitude de se mettre en position d'entreprendre. Il y a l'entreprise, c'est une démarche, ça veut dire avoir sa propre entreprise, ça veut dire construire un projet qui peut être économique, ou dans une association, que vous le faites au travers de la Junior, ou d'autres qui sont autour d'ici. Sur l'entreprendre, c'est créer, c'est prendre l'initiative, c'est se positionner. Et l'entreprise, à quelque niveau, en fait, c'est ce qui fait société. L'entreprise a sa place au niveau de la société, elle doit être éthique. La société, ce n'est pas n'importe quoi à n'importe quel prix. Et aujourd'hui, dans l'entreprise dans laquelle je suis, la Croix-Rouge, me convient parce qu'elle correspond à un ensemble de valeurs qui m'intéressent, auxquelles je crois. La question qui est derrière, fondamentalement, l'humanité, c'est ce qui fait travailler dans le monde de la santé, ce qui fait soin, ce qui fait l'humanité, m'intéresse. C'est des choix personnels, c'est des choix individuels, c'est des choix qui se doivent dans un monde que l'on construit. Pour que le monde soit meilleur, au sens symbolique, mais qu'est-ce que c'est qu'être meilleur? C'est pour qu'il soit partagé. Et que ce soit Marlène dans les travaux, puis on s'est rencontrés dans d'autres projets ou en France ou voire à l'étranger, c'est un moment partagé, c'est apprendre de l'autre dans la diversité. C'est des valeurs qui doivent nous réunir tous. N'hésitez vraiment pas à poser vos questions, les intervenants sont là pour vous. Je crois qu'il faut redonner le micro à Patrick. Merci. Voilà. J'ai la parole. Bon, bonsoir tous. Là, bravo Marlène et bravo Monsieur Mounier. Hein, c'est vraiment très intéressant. Et puis surtout, ce que je trouve sympathique, c'est votre présence à ces web réunions. Là, c'est vraiment très bien. C'est vrai que dans entreprise, on pourrait dire dans entreprise, il y a intrépide. Bon, non seulement il faut du courage pour monter une entreprise, mais il faut aussi être un petit peu intrépide. Hein, et c'est vrai qu'il faut savoir créer, avoir de l'ambition, et puis ambition aussi, également une passion. Et c'est vrai que faut reconnaître que c'est pas donné à tout le monde. Hein. Mais pour compléter ce qu'a dit Gilbert Mounier, on peut aussi aimer les autres et ne pas monter une entreprise. Lorsque j'ai choisi le métier de directeur d'hôpital, donc j'ai choisi le secteur public, mais c'est vrai aussi que j'aurais pu choisir le secteur privé. C'était aussi pour prendre part à être un maillon pour servir l'intérêt général. Voilà. Donc, c'est ça. Alors, je voudrais aussi faire une remarque sur l'erreur, comment on dit, la culture positive de l'erreur. Oui. C'est vrai que c'est une démarche qui est en vigueur dans les établissements de santé, notamment depuis un certain nombre d'années. Mais je dois dire, je vous fais part un petit peu de mon étonnement. Je parlais avec des infirmiers il y a quelques jours, eh bien, qui n'étaient pas encore convaincus de la, disons, de la neutralité de leur hiérarchie lorsque se produit une erreur. Vous voyez, elles étaient encore réservées sur le fait que si l'on fait une erreur, on risque une sanction. Et donc, on ne signale pas les événements désirables de petite gravité. On ne va pas se mentir, notre système qui est basé sur la sanction et qui est basé à un moment sur des systèmes qui sont… Commettre une erreur peut avoir des conséquences. Quand à un moment il y a des conséquences qui sont telles, il est parfois plus facile de se dire qu'il y a forcément un coupable que de chercher à comprendre la part de responsabilité de tout un chacun. C'est extrêmement compliqué. Je pense à Georgina Dufoy, qui avait dit cette phrase qui est extrêmement importante, qui disait, par rapport à l'affaire de la situation du sang contaminé, « Je suis responsable, mais pas coupable ». Ça avait fait à un moment, à cette époque, un scandale parce que c'était inaudible, c'était incompréhensible, mais sur le fond, elle avait raison. J'assume ma responsabilité, je suis responsable en tant que directeur, en tant que manager, en tant que professionnel, à quelque niveau de responsabilité, j'ai une responsabilité et je l'assume. On doit m'en donner les moyens, parce que l'institution m'en donne les moyens. Parfois, c'est très compliqué. Quand à un moment, dans une situation de crise, on n'a pas forcément les moyens. Est-ce que je l'assume? Et ça, c'est extrêmement compliqué. Parce que j'assume le fait qu'à un moment, je suis en défaillance.
En défaillance, notre système est quand même basé sur la question de la faiblesse versus la fragilité. La fragilité, reconnaître sa fragilité est une force et non pas une faiblesse. Et tous ces concepts qui sont de le meilleur, cette échelle hiérarchique est de dire de la compétition permanente. Oui. Quand avons-nous appris à travailler en collectif, en collaboratif? L'intelligence humaine, je vous renvoie à quelque chose que je ne vous ai pas énoncé, mais je suis aussi impliqué dans une association qui s'appelle Facteurs Humains en Santé, que j'aurais voulu volontiers convaincre de venir à la FACS, mais qui est devenue une association qui s'appelle Facteurs Humains en Santé, qui est présidée par François Jolin, qui était un médecin, de formation initiale à un mathématicien, un normalien qui plus est, qui est devenu maintenant un médecin, un anesthésiste réanimateur, et pour lequel j'avais fait une petite vidéo qui était la question du dilemme du prisonnier. Je vous invite à regarder, à googliser. Il faut qu'on accepte que notre société sur le monde Darwin, ce n'est pas le meilleur qui l'emporte, ce n'est pas le plus fort. C'est celui qui est capable de plus s'adapter. Mais en fait, dans notre société, l'adaptation, dans nos sociétés, enfin dans tous les systèmes quels qu'ils soient, le meilleur système, c'est l'adaptation, c'est le collectif. Et en fait, les organisations défaillantes apprennent de l'ensemble de leurs acteurs. Et effectivement, nos modèles, peut-être un peu judéo-chrétiens, mais c'est réducteur, sont basés sur erreur, en fait, pense faute, donc coupable, et qu'à un moment donné, c'est accepté. Mais ce qui est très compliqué dans le monde de la santé, c'est quand des erreurs ont des conséquences graves. Là, je vous parle plutôt de crise. On a un modèle qui nous incite à faire un système de déclaration au niveau de l'État, c'est-à-dire de l'ARS, qui est compliqué, parce que l'ARS, dans sa conception de ce qui a été mis en place, c'était l'inspection contrôle, l'autorité de contrôle et de tarification. Contrôle, c'est le respect de la loi. Nul n'est censé l'ignorer. Et la loi s'impose. Mais parfois, la loi est complexe à mettre en place. Il y a toute cette équipe à trouver. Et les ARS qui ont reçu des signalements d'erreurs et d'événements graves portés par l'établissement ont parfois eu ces réflexes au tout début, en 2017, d'intervenir et quand un événement grave se produit, de rentrer dans une logique de contrôle, inspection. Et toute la difficulté de notre système qui pense contrôle, inspection, règles, parfois s'opposant. Et là, ça renvoie à d'autres concepts qui sont le pourquoi de la règle, pas la règle à appliquer, le pourquoi, pas la case à cocher, le pourquoi de la case, pour faire sens. Et nos organisations, par moment, dans une espèce de dimension très insensée, très folle, parfois, font de la traçabilité absolue, de toute information. C'est toute une réflexion de la juste information, de la juste culture positive de l'erreur, et qui font qu'à un moment, indésirable va être une source d'apprentissage précieuse pour un collectif. Et ça, c'est des systèmes, mais qui sont très anciens. Ouais. Je me fiche les cheveux. Je ne sais pas, quelqu'un voulait intervenir, ou peut-être c'est un son qui était ouvert. Et là, c'est une erreur. Ce n'est pas une faute. Voilà. C'est complexe et c'est fragile, mais ça veut dire que le directeur, le président de CME, le directeur des soins se doit d'être exemplaire. Donner l'exemple. Et ça, c'est extrêmement compliqué. C'est vrai que je vous ai parlé un petit peu de la réticence de certains personnels soignants, mais paradoxalement, les usagers, eux, sont assez ouverts. Ils sont conscients de cet intérêt de la culture positive de l'erreur. Parce que bien souvent, vous l'avez remarqué, lorsqu'un usager dépose une réclamation auprès de la commission des usagers, voire même devant le juge pénal, l'usager argumente en disant c'est pour que donc la personne se sente responsable, reconnaisse qu'elle a commis une erreur et pour éviter que ça se reproduise sur d'autres patients. Ce qui, en d'autres termes, c'est un peu ça ressemble un peu à cette culture positive de l'erreur. C'est exactement le même principe. Souvent, en fait, dans la question de la confiance, et qu'il y a un moment, c'est pas chercher à se faire reconnaître comme victime, c'est faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Et tout ça, c'est une évolution qui n'est pas une société ultra digérisée comme on pourrait qu'un. On est dans un système plutôt de confiance et de se dire que notre système en vaut la peine et que chacun, dans notre part de responsabilité, pouvons y contribuer. Et c'est une attitude, en fait, c'est un état d'esprit. Et ça, c'est très, très précieux. Ça vous demande à chacun, à chaque fois, d'être dans la question, quand une erreur se commet, ce n'est pas chercher à avoir une punition, c'est comprendre ce qui s'est passé pour que ça ne se reproduise pas. Ça n'empêche pas, à un moment, dans une part de responsabilité, de demander à apporter une sanction positive, voire négative, mais sanctionner, ce n'est pas punir.
Sanctionner, c'est apprendre. Et ce doit être l'attitude. La sanction, par moment, est nécessaire parce qu'elle permet de rappeler la règle et elle doit être éducative. Oui. Et c'est très, très compliqué, tout ça. Vous rentrez dans sanction, punition. Tous ces mots s'entremêlent. Oui, oui. Mais c'est vrai que ce que tu disais, Gilbert, aussi, il y a le côté, le poids de ce que l'on nous a enseigné au travers de notre famille, de notre culture, de nos Culture personnelle. qui a un poids énorme. Ce côté, l'erreur, le côté, tu dois pas faire d'erreur, tu dois pas pleurer, enfin plein d'injonctions qui font que dans l'entreprise ou dans le monde on interagit, nous mettent beaucoup de barrières. Et souvent, les gens restent bloqués en se disant « Oh là là, j'ai fait une erreur, c'est terrible ». Ou même l'entrepreneur qui, sa boîte est liquidée, c'est terrible. Ou le salarié qui a fait une bêtise, c'est terrible. Alors qu'en fait, si on nous avait inculqué une autre approche de tout ça, peut-être qu'on n'aurait pas autant de difficultés justement à expliquer aux jeunes, aux apprentis, aux compagnons, aux salariés ou aux associés que ben, c'est pas grave. Tout ça nous permet chaque jour de devenir meilleur, quoi, et de tirer un exercice de tout ça. Voilà. On t'entend pas, Gilbert, ton micro est coupé. Les plus anciens, et parfois c'est ce qui est plus compliqué, parce que quand on est jeune, on a encore la liberté de pouvoir dire que c'est possible, et que par moment, ça devient de plus en plus compliqué au fil de l'eau. Alors après, on espère avoir un peu d'humilité, et c'est ce qui est encore plus compliqué. Tout à l'heure, la question que je vous provoquais, je l'ai faite dans des réunions. Mais à un moment donné, j'ai eu des attitudes de rejet par rapport à ça. Et j'ai des gens qui l'ont pris avec beaucoup d'humour. Et quand tu me disais où l'humour nous anime quelque part, c'est qu'il faut savoir plaisanter et rire de tout, pas forcément avec tout le monde, pour reprendre des proches, mais il faut être attentif à être capable de prendre un petit peu de dérision et la dérision de soi, juste la juste différence. Et à un moment de respirer, quand tout à l'heure tu donnais des exemples de tes collègues qui proposaient d'autres réflexions sur qu'est-ce que c'est que la relation, le coaching ou l'équithérapie, ou etc., c'est simplement aborder le monde dans toutes ses dimensions jusqu'à la question de l'émotion, entre autres. Oui. Il faut prendre, enfin, ce que j'ai appris, ce que je continue à croire, enfin, j'ai quelques convictions, pas trop de certitudes, enfin, j'essaie de faire gaffe de m'en protéger, sinon j'enlève mes chaussettes, sinon ça fait des garrots. Et soyez attentifs à garder du plaisir, à prendre le plaisir là où vous pouvez le prendre, et à garder intacte votre capacité d'indignation. Là, je vous renvoie à quelques auteurs que je vous invite à lire, indignez-vous. Alors, pour entendre la police d'établissement, alors prenez-le plutôt comme étant le pourquoi. Bien sûr que vous êtes là pour rappeler la règle, mais posez-le autrement en disant, ne pensez-vous pas que. Et effectivement, nous ne sommes pas les contrôleurs, et là, c'est toute la question de la qualité qui n'est pas la case à cocher, c'est le pourquoi de la case. Je vais vous donner un exemple. Directive anticipée. La réglementation nous demande d'avoir les directives anticipées. OK. Est-ce que c'est une demande purement administrative ou bien je propose? Est-ce que je ne serais pas maltraitant si on vient de m'annoncer que j'ai un cancer du pancréas, ça veut dire qu'il me reste 3 à 4 mois à vivre, allez 5 dans le meilleur des cas, et qu'on me dise maintenant vous pensez à bien signer vos directives anticipées? J'ai respecté la règle. Est-ce que je n'ai pas été maltraitant alors que je viens d'être stupéfait par l'annonce du diagnostic qui est plus que dans le langage médical très défavorable? Si quelqu'un me dit je n'ai pas respecté, c'est ce qui m'a été dit. Monsieur Mounier, je n'ai pas respecté la règle. Je devrais demander la personne de confiance. J'ai un de mes patients qui est un petit peu délirant qui m'a proposé son dealer. Effectivement, vous n'avez pas respecté, vous avez respecté plutôt l'esprit de la règle. Parce que la règle, c'est de faire en sorte que ces personnes ne soient pas toxiques. Il a peut-être confiance en son dealer parce qu'il lui vend un produit dont il est certain d'avoir un certain nombre de résultats, mais qui lui sont très toxiques. Et que cette question qui est de dire la règle, je dois poser la question des directives anticipées. Je dois questionner sur la personne de confiance. Et que dans un établissement de santé mentale dans lequel j'ai travaillé, sur une mission longue, bien, nous avons convenu avec la CDU, la commission des USG, qu'on ne demanderait pas aux patients leurs directives anticipées, parce qu'à ce moment-là, dans leur complexité de patients souffrant de troubles psychiques, je risquais de les mettre en difficulté, de les faire flamber. Et que je serais très attentif et très protecteur. Je m'intéresse à la question de la mort. La mort, elle existe, elle est réelle. Et je vais le demander d'une autre manière, d'une manière simplement froide,
pour remplir un questionnaire. Qu'en fait, nous devons, dans toutes nos démarches, nous poser de manière permanente la question du sens. Du sens, pourquoi l'entrepreneuriat, pourquoi l'intrapreneuriat, le sens qu'au moment on va retrouver. Et c'est tout un chemin de vie, toute une philosophie de vie. Ce n'est pas toujours simple, on n'a pas toujours cette liberté, et parfois chèrement payé. En étant entrepreneur, parfois c'est très cher à payer, mais ça laisse des espaces de liberté. Parfois, le choix d'être en entreprise, c'est aussi des choix. On en assume les responsabilités et les conséquences. Je fais le choix. Donc, j'ai une proposition que j'ai trouvée magnifique de partir à la Croix-Rouge. Je fais le choix de changer de vie professionnelle. Les filles, peut-être reprendre un petit peu les questions là, qui nous ont été posées sur le chat. On a Élodie David qui nous pose une question. Oui, en tant que responsable qualité, nous sommes souvent perçus comme la police, entre guillemets, de l'établissement de soins. Quelle place avoir? J'ai un petit peu répondu par rapport à ça, parce que j'ai rebondi sur ça. Et sur la libre expression, eh bien oui, en fait, je vous renvoie, alors que je ne vous l'ai pas présenté, ce que je vous ai extrait, c'est extrait d'un cours où j'avais quelques planches en fait, dans lesquelles j'interviens. Ça renvoie à la culture positive de l'erreur et à l'enquête culture sécurité qui est posée par le CK, pour ceux qui le connaissent. Donc, c'est le réseau Aquitaine qui est devenu la règle parce que se propose par l'autorité. Il y a un moment ce qu'on appelle la libre expression. Peut-on parler, permettre à tous les collaborateurs de quelque niveau de responsabilité de pouvoir s'exprimer en disant « je ne me sens pas à l'aise ». Je connais une obstétricienne qui demande aux agents de soins de ménage de l'interpeller quand à un moment donné, un patient, une patiente, puisqu'elle est obstétricienne et qu'elle procède, n'a pas compris, une parturiente n'a pas compris ce qu'elle a voulu exprimer. Comment je laisse une expression libre pour que chacun soit capable d'entendre l'autre, à quelque niveau de responsabilité? Pas le sachant et les autres, moi je, nous. Comment passer sur nous? Quand Marlène, tu dis le nous, tu es dans cette attitude. Comment passer du je au nous? Pas le nous de majesté, ça c'est un peu facile, le nous collectif. N'empêche pas qu'il n'en demeure pas moins que là, Patrick, vous pourriez le dire, c'est qu'à un moment, il se posera la responsabilité de prendre la décision parce qu'à un moment, on est entériné dans la position d'un directeur. C'est facile dans ça. Marlène, quand tu prends une décision, tu as laissé le groupe s'exprimer et puis il en devient ta responsabilité de dire bon, ben maintenant, ça va être comme ça jusqu'à ce qu'on décide que ce soit autrement. Jusqu'à que collectivement, on le réinterroge. Et une procédure, c'est un contrat social. Ce n'est pas une donnée froide, une règle à appliquer. Même la loi, je vous rappelle qu'elle fait société. Si les lois ne changeaient pas, nous serions dans une dictature. Les lois sont l'expression du collectif qui font que, et je renvoie à Yves Bure, qui était l'animateur, le rapporteur de la loi Hôpital, Pension, Santé, Territoire, il faut savoir être avant la loi et jamais hors la loi. Et là, bon, après, le militant, et j'ai eu la chance de représenter la FEAP et la Sauvegrèce dans la construction du décret gestion des risques associés aux soins, où j'ai proposé, défendu des points de vue dans un collectif. Et c'était une très belle leçon de démocratie d'avoir un ensemble d'acteurs, de discuter autour d'une valeur, d'une partage de valeurs pour tendre vers et construire un objet collectif qui est la loi. La loi n'est pas une donnée absolue en disant ceci est la loi, cette règle, non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus. Il y a la jurisprudence qui fait que la loi s'interprète. La loi est un fait de société. Rappelez-vous qu'il y a aussi des lois qui étaient iniques. Il y a des lois qui étaient scélérates, 1885, etc., sur les lois sur les libertés de la presse. Rappelez-vous 39-45, où c'était la loi. Oui. Tout à fait. Nous avons aussi une intervention de Malika. Je ne sais pas si Malika, tu veux intervenir aussi à l'oral directement. Oui, enfin, là, M. Monnier a sans doute répondu. C'était par rapport à la liberté d'expression avant de pouvoir installer une culture de l'erreur positive. Parce que c'est vrai que la charte d'incitation au signalement, il y a des nouvelles mesures qui semblent très, très positives, mais il ne s'agit pas de le balancer comme ça. Il y a quand même tout un travail en amont à faire et justement à essayer de faire partager les échanges et de permettre de pouvoir poser sa parole, son ressenti sur les choses sans que ce soit forcément, sans jugement.
Ce que vous avez dit pour l'expression, ça veut dire les questions de un mot qui s'appelle audit. Et je vous rappelle que l'audit, ce n'est pas l'application de la règle, la vérification de l'application du contrôle de la règle, mais auditere, écouter. Écoutez. L'audit vient du mot latin auditere, j'écoute. Et quand je viens moi en audit, montrez-moi comment vous faites, expliquez-moi, permettez-moi de comprendre. Et je vous renvoie à les pratiques d'audit qui ont été imaginées par le mouvement français Franche-Comté avec d'autres associations pour construire des audits impertinents. Un auditeur est quelqu'un de très impertinent, pas insolent, impertinent. Et la question du pourquoi, pour comprendre, pas pour poser les questions qui fâchent, pour poser les questions auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé. Pour se dire, oh, tiens, on a oublié de se dire le pourquoi, on a toujours fait comme ça. Et là, vous pouvez creuser, parce que là, on a oublié le sens, on a perdu le sens. Et que c'est là où on va construire les erreurs. Je vous rappelle que nous commettons les accidents de la circulation, la moitié des accidents de circulation sont 3 km autour de chez nous, dans des chemins que l'on fait par cœur, que l'on connaît par cœur, qu'on fait pratiquement les yeux fermés, dans la question des habitudes. Qu'à un moment, il faut savoir sortir. Et je vous rappelle des jours, souffrance au travail, sortir de sa zone de confort, c'est très compliqué. C'est une souffrance à arriver à trouver l'équilibre, la zone de confort. Donc, il faut savoir sortir de la zone de confort, mettre du mouvement sans que ça soit de l'instabilité. Et tout ça, c'est la vie. Mais la vie nous apprend. Oui. Est-ce qu'il y a une dernière question? Est-ce que vous voulez, Madame Renaud, Monsieur Mounier, encore intervenir sur quelque chose en particulier? Oh, moi, je ferai juste un clin d'œil sur l'ensemble des intervenants et des participants, parce que quand je disais grande famille, il y en a pas mal derrière les écrans, certains avec la vidéo et d'autres juste avec leur nom. Et ça me fait plaisir et chaud au cœur, justement, voilà, de la boucler, comme le disait Gilbert. On s'est rencontrés sur des projets à l'international et c'est super. Monsieur Patrick Chichet, pareil, d'autres anciennes collaboratrices, je vois Laïla aussi qui est là, ou même certains de nos collaborateurs. Et merci d'avoir organisé cette session. Je suis très touchée que ce soit Gilbert qui ait fait le binôme avec moi, parce que je trouve que c'est humainement quelqu'un avec qui je suis alignée sur pas mal de choses, qui est impliqué dans pas mal d'organisations, d'associations, et que vous aurez tous et toutes, étudiants, beaucoup à vous enrichir en vous connectant avec tout ce qu'il propose. Donc, quand il dit « We need you », surtout répondez bien à l'appel. Voilà. Et donc, bravo pour votre initiative qui est de l'entrepreneuriat. Et moi, c'est ça qui me fait vibrer, justement. Je me suis dit, c'est génial, ces petites jeunes dynamiques comme ça, là, qui ont même à 21h le soir envie de nous écouter. Voilà. Voilà. Mais écoutez, merci aussi et bonne soirée. Clarisse. Bonsoir et merci à tous. Merci Marlène, merci l'équipe d'organisation de ce formidable travail et poursuivez-le. Oui. Merci à tous. Nous allons vous envoyer un lien pour répondre à un questionnaire de satisfaction pour qu'on puisse améliorer sur nos prochains webinaires. Le prochain se déroulera le 7 janvier avec Monsieur Marot-Philippe et Monsieur Erard Morgan. Donc, les sujets restent encore, sont à venir. Voilà. On vous tiendra informé. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Belle fête de fin d'année. À vous aussi. Plein de petites étincelles dans chaque moment. Sortez couverts. Voilà. Bonne soirée à tous. Bonne fête à tous.